Ah, tu viens de voir la question. Donc... Non, je ne comprends pas ton écriture. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc je suis Clément Bergon, conférencier, coach et formateur pour managers humains. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir le grand, l'exceptionnel, le mondialement connu, Martin Latulippe. Merci infiniment Martin d'avoir accepté cette interview. Je vais t'amener pour faire mes relations publiques. Partout où est-ce que je vais maintenant, en francophonie mondiale. Quelle présentation! Ça sera Merci Clément. Un grand plaisir et un grand honneur. Donc, pour ceux qui, à travers le monde, l'univers, la Voie lactée, la galaxie, ne connaissent pas encore Martin Latulippe, tu me permets, je te présente. Oui, il n'y a pas de souci, écoute. Oui. Même si en quelques mots, je pense que ça va être compliqué, mais donc Martin Latulippe qui est conférencier. Alors quand je dis conférencier, c'est surtout un conférencier international qui intervient à travers le monde, à la fois en français et en anglais. Tu fais partie du Hall of Fame des conférenciers canadiens. Ouais. Donc quand je dis conférencier, c'est conférencier, n'est-ce pas? T'es gentil. Ben, tu es coach et tu es aussi auteur de plusieurs livres à succès, plusieurs best-sellers. Ouais. Et tu es aussi le fondateur de plusieurs formations, notamment des formations en ligne, des mouvements qu'on pourrait dire sur le web, oui. Sur le web, notamment la meilleure année de votre vie, plutôt orientée sur le développement personnel, et l'Académie Zéro Limite, plutôt orientée sur les stratégies web, qui cartonnent, qui sont suivies par des milliers de personnes. Par moi-même notamment, j'ai été formé par Martin à l'Académie Zéro Limite, et c'est une tonne de briques en termes de contenu. Voilà, une formation exceptionnelle. Tu as été aussi un grand champion de hockey sur glace. Oui, j'ai joué du hockey à l'époque. Oui, ne me jugez pas aujourd'hui. Il a quand même juste été aussi capitaine de l'équipe universitaire du Canada aux Jeux Olympiques. Non, en 2001, Jeux universitaires. Jeux universitaires. Jeux universitaires. Donc, c'est une compétition qui n'est pas nécessairement connue parce qu'elle n'est pas soutenue par des sponsors, mais c'est beaucoup d'athlètes amateurs qui deviennent des Olympiens champions, se rendent aux Olympiques et passent par les universiades qu'on appelle. Ouais, donc c'est quand même une très belle compétition. Bon, et le plus important parmi tout ça, c'est que je considère Martin comme un mentor. C'est un mentor pour moi qui m'inspire au quotidien puisque, en plus, comme vous pouvez déjà le sentir, Martin possède des qualités humaines exceptionnelles, de générosité, de présence et surtout j'ai une source de connaissances incroyable et j'ai cette chance. Probablement pourquoi on s'entend bien, toi et moi. Parce que tu as les mêmes qualités. Je te remercie, merci infiniment. Donc voilà, ça me touche beaucoup. Merci tout le monde, je suis content que vous soyez ici. J'espère que vous allez retrouver de la valeur dans cet entretien-là. Je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Allons-y. Alors comme tu sais, moi il y a 3 thèmes qui me touchent particulièrement, qui sont le management, le leadership et la performance. Donc, 3 thèmes vraiment, je pense que tu connais très bien. Parce que quand on voit justement tout ton parcours, si on commençait par la performance, on pourrait dire que tu es quand même quelqu'un qui est habité par la performance depuis pas mal d'années. J'aimerais te demander quelle a été pour toi l'origine de ce désir de performer. C'est une très bonne question. Je te dirais avec toute honnêteté qu'au départ, la performance a peut-être été nourrie par un désir de validation. Donc, puisque, par exemple, pour vous donner un exemple, quand on est jeune, on fait des spectacles, on fait des trucs, nos parents valident. Donc, c'est sûr que pour moi, il y a eu beaucoup de validation à la performance. Je te dirais, c'est probablement validation, plaisir. Je prenais du plaisir aussi, donc plaisir, performance, validation. Par la suite, ça a été une question de survie. Donc, n'étant pas quelqu'un qui était nécessairement performant dans le cadre scolaire dans lequel on est évalué, et beaucoup de notre identité est basée quand on est jeune, pour moi, c'était plus difficile. Donc, le sport est devenu mon endroit de prédilection pour performer. Et c'était un endroit où j'ai pu me construire une identité, mais c'était un mode de survie parce que à cette époque-là, c'était mon identité. On est en construction identitaire. Et je ne pouvais pas avoir cette identité-là scolaire où est-ce que je pouvais être reconnu pour mes performances scolaires. Donc,
survie. Et par la suite, eh bien, ça a été beaucoup plus, je me suis orienté vers la performance avec un sens, la performance avec une vision, la performance pour avoir un impact, faire ma différence. Mais je pense que chaque personne qui carbure à la performance, des fois, va peut-être fluctuer dans ces zones-là de validation, d'autorité, de performance, de faire sa différence, de survie. Lorsqu'on a un deadline dans le monde du management, parfois on performe, mais c'est parce que il y a un temps limite à atteindre. Et donc, ouais, l'origine de la performance a probablement tenu ses sources de ces endroits-là. De la validation. Oui, exactement. Alors, ce qui m'intéresse beaucoup, parce que c'était une question qui allait venir après, mais... Ah, il m'a piégé! J'avançais un petit peu dans le processus, mais comme justement, on a vu toute cette chronologie, cette évolution par rapport à ta position de la performance, aujourd'hui, quelle est ta plus grande source de motivation pour continuer à performer? Ce serait probablement, je l'ai mentionné tantôt, le sens. On pourrait dire aussi l'héritage et faire une différence. Donc, c'est trois mots qui peuvent se ressembler, mais pour moi, le sens, c'est d'abord et avant tout un choix. Oui. Parce qu'on a tous à performer à tous les jours. Et la journée où notre performance devient une simple tâche, une routine, un truc à laquelle on n'attache plus un sens, eh bien, la performance perd de son sens. Et ça veut dire qu'on perd de la motivation, on perd de l'engagement. Et c'est la même chose si on joue un rôle de leader. C'est notre rôle d'attacher un sens à la performance, souvent en rappelant la vision, en s'assurant que nos valeurs, ce ne sont pas seulement des choses qu'on a dans un livre ou sur un mur, mais qu'on vit les valeurs de l'organisation. Donc, pour moi, le sens, c'est vraiment important. L'héritage, dans le sens que tout ce que je fais, je me dis, aujourd'hui, la raison pourquoi je fais cette entrevue-là, c'est une question d'héritage pour moi, dans le sens qu'il y a des gens qui s'intéressent peut-être à la performance, au leadership, ils ne savent pas par où commencer, ils sont frustrés, on leur a donné un rôle, ils ont un titre, ils ont de la misère à faire leur différence, ils vont peut-être entendre cela. Et moi, je suis très inspiré de savoir qu'il y a peut-être des gens qui pourraient être inspirés par cela. C'est ma forme d'héritage de mon propre vivant. Donc ça vient me chercher énormément, énormément aussi. Donc, je te dirais, c'est les deux endroits où est-ce que maintenant, c'est à ça que c'est rattaché à la performance. D'accord. Et je vais rebondir sur un mot que tu as utilisé. En tout cas, merci infiniment, mais tu parlais de routine avant. Tu disais, fais attention que la performance ne devienne pas une routine. Ouais. Mais on sait par contre que souvent, pour pouvoir performer, il faut savoir mettre en place des routines. Absolument. As-tu des routines que tu peux conseiller justement pour pouvoir performer? C'est sûr. Toutes les recherches maintenant au niveau de la performance démontrent que d'abord et avant tout, c'est physiologique. Oui. Donc, c'est sûr qu'il faut se mettre dans une énergie de performance. Oui. Donc, c'est très difficile aujourd'hui si tu veux être un leader et que tu passes ta journée à prendre des cafés, à prendre du sucre. Et peut-être que tu dis, oui, mais Martin, parle-nous de management, de performance de l'humain. Oui, mais c'est ça, c'est si on demande à l'humain de performer, de faire des longues heures, d'être en tension, de stress, c'est sûr qu'au niveau de la pyramide de la performance, même les dernières recherches au niveau de Harvard Business Review Magazine nous disent que la base, il faut que tu prennes soin de ton temple et de ta machine. Donc, c'est très important. Par la suite, il y a tout le niveau émotionnel, par la suite, le niveau psychologique. Et là, par la suite, on est dans la performance, l'exécution. Mais c'est important de voir, est-ce que mon corps est prêt? Est-ce que émotionnellement, je suis présent à être dans la performance? Et psychologiquement, est-ce que j'ai le mindset d'un leader aussi? Donc, souvent, mes routines, moi, sont reliées à par exemple, aujourd'hui, je suis en performance, donc j'ai été prendre une marche autour du lac. Hier, j'ai fait un footing autour du lac. Donc, je m'assure que mon corps est prêt à la performance. Par la suite, émotionnellement, est-ce que je suis prêt ou est-ce que ma tête est en train de réfléchir à un tracas ou un problème d'hier, à une frustration que j'ai eue avec un collègue? Donc, où est émotionnellement ce que je suis? Et aussi, psychologiquement, est-ce que je suis prêt à donner mon meilleur? Est-ce que mon mindset est top? Est-ce que je suis positif? Est-ce que je connais ma matière? Est-ce que je me suis préparé? Donc, ces niveaux-là, pour moi, sont souvent interreliés avec une routine parce que je sais que c'est les trois piliers que si, au niveau physiologique, émotionnel et psychologique, je revisite cela, c'est sûr que je vais être dans ma performance. Donc, souvent, mes routines moi, sont interreliées à ces trois niveaux-là que je sais qu'ils vont engager la performance et générer davantage de performance. Super, merci infiniment. Tu parlais de leadership. Je vais en profiter pour rebondir, puisque on peut être performant sans être forcément un leader.
Toi, à l'heure actuelle, je dirais, tu fais des conférences à travers le monde, tu accompagnes des sociétés, les plus grandes sociétés, justement, dans leur leadership, dans leur management. Aussi, tu formes des gens à travers l'Académie Zéro Limite, à travers tes accompagnements, à devenir des leaders pour pouvoir promouvoir leur message. Alors, on pourrait se dire, à travers ton parcours, tu as toujours été un leader, d'une certaine manière, en toi. Est-ce que c'est le cas ou y a-t-il eu un jour une obligation, une circonstance qui a fait qu'il a fallu que tu prennes les rênes et que tu deviennes un leader? Je crois que peut-être j'ai peut-être toujours été avec une certaine inclinaison de leadership. Mes parents étaient quand même des gens très impliqués. Ce n'étaient pas des gens qui avaient une position ou un titre, mais c'était des gens qui étaient très impliqués, étaient très dans le service, étaient très dans le don de soi. Donc, c'était plutôt des leaders servants, orientés vers le service. Mais par contre, je peux facilement vous dire que j'ai découvert à l'âge de 16-17 ans que j'étais un leader négatif. Donc, très important. Comme j'ai mentionné tantôt, mon parcours scolaire avait été un peu plus difficile, donc je me suis rebellé et je suis devenu quelqu'un qui était très cynique, quelqu'un qui était toujours en train de parler contre l'autorité. Donc souvent, ça arrive, même dans les organisations, on ne s'apprendra rien qu'il y a des gens qui ont une posture de leader et souvent ils peuvent parler contre les décisions du management, les décisions du conseil d'administration et en fait, ils sont en train toujours de détruire l'esprit de l'organisation. Alors moi, j'ai eu une prise de conscience lorsque j'ai lu un livre à 17 ans, après une série de circonstances où je vous épargne les détails, et finalement, j'ai réalisé que la bonne nouvelle, j'étais un leader. C'était la première fois que je réalisais que j'étais un leader, mais la mauvaise nouvelle, c'est que je venais de réaliser que j'étais un leader négatif. Donc, je me suis mis à m'intéresser vraiment à cette importance-là d'être quelqu'un qui a quand même une posture positive, soit lucide, réaliste, mais d'être celui qui encourage, d'être celui qui soutient, d'être celui qui a une vision, d'être celui qui croit. Parce qu'en fait, si on n'a pas ces gens-là qui ont ce moteur-là, malgré toutes les performances, les mesures de performance qu'on peut avoir dans une organisation, ça prend aussi le savoir-être, ça prend cet engouement-là, ça prend cette personne-là qui est positive. Et je crois que c'est ça qui m'a amené à être capitaine d'équipe canadienne, à mener des groupes maintenant, à faire ma différence. Donc, ça a été un réel boulot pour développer cette capacité de leadership-là et de le transformer en étant un leader positif. Donc, s'il y a des gens qui sont peut-être à un endroit un peu plus cynique, parce que ça l'arrive, c'est difficile le leadership, clairement, aujourd'hui. Tu sais, on peut en prendre plein la gueule des fois. Les exigences sont élevées, on fait des longues heures, c'est une position de solitude où on ne peut pas nécessairement parler de nos problématiques souvent. Mais par contre, de choisir le cynisme, de choisir la critique et le négativisme, moi je dis toujours, ça ne prend aucune once de courage. Bien sûr. Ce que ça prend du courage, par contre, c'est faire une prise de conscience que tu es peut-être hors route et d'en prendre conscience, de l'avouer, de recommencer avec humilité et d'ouvrir un nouveau chantier pour continuer à t'améliorer. Ça prend du courage. Par contre, choisir le cynisme, négativisme, ça prend aucune once de courage. En fait, il y a beaucoup de gens qui le font maintenant aujourd'hui. Oui. Et le risque avec ça, c'est qu'ils sont encore des leaders. Parce qu'il y a des gens qui vont les suivre dans l'organisation. Et ça devient très toxique. Et c'est là qu'on a des équipes qui se démobilisent et la culture en prend pour son rhume. Tout à fait. Ouais. Alors justement, quelles sont pour toi les 3 qualités majeures que doit développer un leader? Wow! Ça, c'est une très bonne question parce qu'il y a plusieurs qualités, moi, qui m'attirent et que j'observe dans l'économie d'aujourd'hui. Numéro 1, on vient d'en parler un peu. Je pense que c'est très difficile maintenant d'être un leader qui veut faire sa différence si tu n'es pas dans une inclinaison optimiste, positif, qui donne un sens. Tout ce qu'on a parlé. Donc, on pourrait, pour moi, appeler ça, on va appeler ça, faut que tu aies une vision assez positive de la chose pour avoir une certaine motricité avec tes équipes. Parce qu'en fait, les équipes, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent le leader. Donc, si tu n'as pas cette vision-là qui interpelle les gens et toi-même, tu n'es pas brillant, moi, je dis toujours un peu, la qualité d'un leader, d'abord avant tout, c'est de briller de sa pleine lumière. Si on regarde, j'aime beaucoup l'analogie, si on regarde le soleil, qu'est-ce qu'il fait à la journée longue? Le soleil, il ne dit pas aux plantes, poussez en ma direction, faites ceci, faites cela. Non, le soleil, il brille. Et qu'est-ce que les plantes font en retour? Bien, elles poussent en direction de leader. Donc, ce leader-là, par cette inclinaison-là d'être positif,
bien, aide les gens à grandir aussi dans cette direction. Donc, numéro 1, c'est certainement important. Par la suite, je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui est empathie, c'est extrêmement fort. Il y a beaucoup de recherches maintenant qui démontrent que tout ce qui est qualité empathique, c'est-à-dire l'écoute, la compréhension, les performances sont augmentées au sein de l'organisation et ça fait quand même différence des leaders qui vont écouter parce qu'ils connaissent la réponse, donc ils veulent juste répondre. Mais un leader qui développe les capacités d'écoute, l'effet miroir, qui est vraiment dans la compréhension, eh bien à ce moment-là, l'employé se sent respecté. Et je sais que ça peut vous sembler subtil, mais en même temps, c'est dans la subtilité, c'est dans le millimètre qu'on peut aller chercher l'extra, selon moi, en tant que leader. Et ultimement, présentement, je te dirais, dans le monde de distraction dans lequel on vit, Clément, la présence, c'est une très, très, très grosse qualité. En fait, c'est une denrée rare. Et le leader qui est capable de se recalibrer au quotidien, de laisser aller peut-être son dernier meeting où ce que ça a été moins bien et de recalibrer, d'être pleinement présent avec un employé, avec une équipe de management qu'il rencontre et d'encapsuler ce moment-là. Et par la suite, il pourra gérer le problème, mais de générer cette capacité-là de présence, c'est très important. Et souvent, les gens disent « Oui, Martin, comment est-ce que tu génères la présence? » Bien, c'est un peu comme qu'on a vu tantôt, c'est-à-dire quels sont les vecteurs de performance que tu vas activer? Bien, numéro 1, quand moi, je ne suis pas présent, physiologique. Oui, où est-ce que je suis présentement? Émotionnel, où est-ce que je suis? Psychologique, boum. Je dois laisser aller, je dois honorer la personne qui est devant moi. Donc, c'est toutes des petites routines mentales, parfois, qui font en sorte que ça nous ramène dans ces qualités-là. Donc, je te dirais vraiment, moi, c'est les 3 trucs que je vois beaucoup. La présence, tout ce qui est empathie, c'est extrêmement important. C'est parlant, d'ailleurs, quand vous voyez la présence de Martin, l'intensité de son regard quand il parle, comment il est habité, comment il est centré, vous avez un exemple parfait justement d'un leader. Et Clément, je veux dire, tu le remarques avec les équipes avec lesquelles tu travailles, c'est un monde de distraction. Je lisais une étude il y a quelques mois dans un magazine que tu adores toi aussi, le Harvard Business Review Magazine, et il disait qu'aujourd'hui, on peut être distrait à la hauteur de 114 fois par jour. Et à chaque fois que l'on est distrait, si on ne s'autodiscipline pas pour se recalibrer, soit dans la présence, l'empathie, le laisser aller, reconnecter son équipe sur la vision, à chaque fois qu'on est distrait, on peut perdre jusqu'à la hauteur de 20 de notre capacité mentale de focalisation. Donc, par exemple, si les gens ont déjà travaillé sur une tâche, ils se laissent distraire par un événement X, et là, ils reviennent à la tâche initiale et ils se disent « Ah, qu'est-ce que je faisais? C'était quoi? » Et ça, imagine, mais à la longueur de journée, si on fait un contraste mental et un effort pour... Finalement, on arrive à la fin de nos journées, on a été très occupés, mais pas productifs. Il y a beaucoup de leaders ou de managers qui font beaucoup de tâches inutiles pour se maintenir occupés, mais en fait, ils ne travaillent pas nécessairement sur la tâche qui pourrait faire toute la différence. Le fameux 80-20 de Pareto qu'on entend souvent dans les trucs de management. Donc, c'est une question vraiment de se recalibrer. Donc, merci pour ton commentaire sur la présence, mais en fait, c'est que c'est pas quelque chose de inné, c'est quelque chose que consciemment, je décide de l'honorer. Donc, c'est des qualités de leadership que je veux mettre en avant et les gens l'apprécient. Et ça va être la même chose pour vous quand vous décidez d'appliquer ces mêmes choses-là. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, si vous avez peut-être lu mon e-book, justement, les études montrent que 80% de notre temps doit être centré sur nos collaborateurs, à les accompagner, à les motiver. Vers 80% du temps, en tant que dirigeant ou manager, on est dans une posture de coach. 20% de notre temps seulement doit être utilisé pour tout ce qui est gestion, organisation, les tâches, entre guillemets, qui font partie du cadre de fonctionnement. Et le leadership, derrière, est finalement une posture globale qui reste sous-jacente, mais qui est là 100% de notre temps. C'est la grosse tendance maintenant, c'est ça, c'est d'apprendre aux managers d'être des coachs. C'est ça. C'est très difficile parce que présentement, cette statistique-là, elle est bonne, mais je sais que les managers passent 80% du temps à faire des tâches administratives, malheureusement. Donc, exactement. Et elle vient justement du Harvard Business Review, puisque... On salue les auteurs. Merci beaucoup. Si vous pourriez commanditer cette entrevue-là, ce serait fantastique. On vous fait beaucoup de publicité. As-tu un modèle pour toi de leadership? Quelqu'un qui pour toi est l'exemple même du leadership? Ben, c'est sûr que mes parents ont été des leaders exceptionnels à leur façon et c'est 2 exemples complètement différents. Mon père est quelqu'un qui est
très vocal, c'est quelqu'un qui est avec la parole en public. Donc, c'est sûr, je crois que j'ai hérité un peu de cette façon-là de s'exprimer. Il a été maire de notre village, j'ai toujours été rassembleur, dirigeant de la chorale à l'église. Donc, je l'ai toujours vu dans une mécanique de rassemblement. Et ma mère, elle est extrêmement tranquille, très silencieuse. Et tu sais, j'ai vécu quelque chose de très particulier, je te raconte. On était à la dernière journée de travail de mon père. Ben, mon frère et moi, on a pris l'avion pour aller l'attendre à la sortie de son travail pour lui dire merci après 40 ans, tout ce qu'il a fait. C'est très émouvant. Wow. Et 2 ans plus tard, ma mère s'est retirée. Donc, on a été pour mon père, mais évidemment, tout le monde disait « Marc, c'est un leader, Marc ceci, Marc merci ». Et là, mon père nous appelle et il dit « Vous n'avez pas le choix de descendre pour ma mère ». OK, parfait, on prend l'avion, on s'en va pour ma mère. Mais ma mère a toujours été très tranquille, très silencieuse. Et lorsqu'on a été à la fête, où ce que les employés ont fait des discours sur ma mère, je vous jure, j'étais assis, j'écoutais et je me suis mis à pleurer. Parce que j'ai réalisé que ma mère, c'est une grande leader. Même j'en parle, je suis encore ému parce qu'il parlait de son empathie, de sa compassion, de son écoute, de sa douceur, de sa capacité d'amener de l'humour dans des moments qui étaient parfois très difficiles. Mais elle faisait ça avec douceur. Exactement. Mais en fait, j'ai toujours cru que le leader de notre famille, c'était mon père. Mais en fait, j'ai réalisé aussi que ma mère, c'était un géant. Et ça m'a montré aussi que c'est OK d'être un leader avec une force tranquille. C'est OK d'être un leader qui est calme. C'est OK d'être un leader qui a d'autres qualités. Et au final, c'est reconnu parce que lorsque j'ai entendu les discours, les témoignages que les collègues et les employés avec qui ma mère avait collaboré, c'était excessivement touchant. Et c'est un très beau souvenir. Donc, je te dirais, ces deux modèles à la source, c'est sûr maintenant, j'ai beaucoup d'inspiration. Tu sais, les Richard Branson, les Elon Musk, les Steve Jobs, pour toutes différentes raisons. Et moi, je ne suis pas dans les trucs « Ah, mais oui, il n'était pas un bon leader par tel truc ». Non, je sais aller chercher les qualités qui m'inspirent et avec lesquelles je veux nourrir, moi, mes mouvements, ma vision, mon entreprise. Donc, wow. C'est vrai que la chaleur humaine, on sait, est un des plus grands vecteurs de leadership. Donc, exactement. Wow. Donc, Martin, maintenant, j'aimerais qu'on aborde le management. Puisque, avec tout le succès que tu as maintenant, depuis des années, mais qui est en train de prendre des proportions extraordinaires, internationales, bah de plus en plus, tu t'entoures d'une équipe. Tu as maintenant une grande équipe qui t'accompagne dans tous tes projets. Et justement, bah, il a fallu que tu te mettes à manager tes collaborateurs. Alors, c'est vrai que tu conseilles énormément de chefs d'entreprise à travers tes différentes interventions, tes coachings, tes mentorats. Mais j'aimerais commencer par quelque chose d'un peu plus délicat. Parce que quand on débute en général en tant que manager, on arrive avec plein d'idées préconçues. Moi, ça a été le cas en tout cas. Et en général, on arrive et on apprend un peu sur le tas, finalement. C'est la même chose pour moi. Pourrais-tu me dire quelles ont été tes premières erreurs et finalement tes premiers apprentissages dans ta pratique managériale? Les premières erreurs, ça a été d'embaucher des gens basés que sur des compétences et non sur des valeurs. Donc, ça veut dire que pour moi, maintenant, je dis toujours, on embauche sur des valeurs, on congédie sur des valeurs. J'embauche sur l'attitude, je forme les compétences. Parce que je crois vraiment que, on en parle depuis tantôt au niveau du leadership, je crois qu'une attitude, c'est tellement important dans une équipe. La compétence, je pourrais la former. Moi, je crois vraiment que je peux éduquer. On parlait tantôt du rôle de coach. Donc, le manager, aujourd'hui, doit être un coach. Donc, je crois que j'ai cette posture de coach-là, que je pourrais former mon équipe, mais la former sur l'attitude, la bienveillance, sur le service à la clientèle, être enthousiaste, être positif, c'est un peu plus long parce que vraiment, c'est une posture émotionnelle, c'est un truc, tu sais, les gens peuvent avoir toutes sortes de problématiques. Donc, pour moi, ça a été de croire que j'embauchais quelqu'un, il va être exceptionnel, il va être compétent, mais en fait, au niveau des attitudes, au niveau des valeurs, on ne s'entendait pas. Et j'ai passé quelques employés avant de comprendre que finalement, pourquoi ça ne fonctionnait pas, c'est parce que j'avais mal profilé. Donc, je ne crois jamais qu'il y a de mauvaises personnes, il y a juste des personnes au mauvais endroit. Donc, si on n'a pas les bons profils exactement de qui on cherche, donc pour faire son travail, c'est quoi nos valeurs d'organisation, et c'est important que ces gens-là qu'on va amener à l'interne, qu'on va accepter de coacher ou de manager, soient en alignement avec nos valeurs. Tout à fait. Donc, moi, ça m'a coûté quand même très cher et beaucoup d'années comprendre cela. Parce que moi, je croyais, on m'avait dit, aie des bons employés. Donc, je croyais qu'avoir des bons employés, ça résultait surtout à qu'ils soient compétents à leur boulot.
Et oui, c'est important, mais pour moi, j'aime beaucoup plus m'entourer des gens qui ont une attitude de classe mondiale. Et par la suite, ben, c'est sûr que je peux les former sur la compétence. On peut toujours peaufiner la compétence. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que tu vas faciliter la communication, tu vas faciliter le fonctionnement, ça va apporter de la fluidité. Donc c'est un gain de temps et d'énergie absolument incroyable. Donc merci infiniment pour... C'est vrai que définir ses valeurs avant de commencer, pour pouvoir savoir quelles sont les valeurs qu'on veut partager avec notre équipe, quelles sont déjà nos propres valeurs, s'est-on posé cette question-là de savoir qu'est-ce qui est important pour nous? Oui, parce que par la suite, beaucoup d'organisations, Clément, au niveau des managers, et on a des valeurs d'organisation. Oui. La question importante, c'est comment vous vivez ces valeurs-là au quotidien. Exactement. Et ne serait-ce que dans les réunions à l'interne, nous, souvent, c'est pas rare. Par exemple, mettons, l'éducation continue, c'est une valeur très importante. La gratitude, c'est une autre valeur très importante dans notre organisation. Donc, dans nos réunions, on va dire, hey, qui a une histoire, comment est-ce qu'on a vécu la gratitude dans les dernières semaines, à l'Académie Zéro Limite, dans les événements qu'on fait. Oui. Et là, un employé partage une histoire qui s'est passée avec un client où ce qu'on a exprimé de la gratitude. Donc, on continue à faire vivre, à valoriser et à véhiculer ces valeurs-là. Donc, les gens cherchent à quoi? Encore une fois, à dupliquer la même chose et à répéter ce fonctionnement-là. Donc, c'est une chose d'identifier les valeurs, super important, et par la suite de les vivre. Et ce qu'on parle souvent, de les incarner. Bien sûr. Donc, ouais. Complètement. Quelle est pour toi ta plus belle réussite managériale? C'est probablement de faire confiance à mes employés, de les laisser faire des erreurs. C'est très fort, ça. Ouais, de les laisser faire des erreurs. Et ben, tu sais, on est dans un groupe d'affaires ensemble. Et un de nos collègues disait, Martin, tu délègues à l'aveuglette, je suis quasiment jaloux. En fait, j'ai une confiance en mon équipe. Et quand vous faites confiance à votre équipe, ça veut dire que vous acceptez qu'ils vont faire des erreurs. Oui. Et lorsqu'ils vont faire des erreurs, c'est là que votre posture de coach, manager et de leader entre en jeu. Comment vous allez réagir? Est-ce que vous allez faire comme la majorité des leaders et dire « ça a été mal fait, c'est inacceptable, viens ici que je te tape un peu sur la tête ». Et en fait, on est en posture parent-enfant. Exactement. L'employé a honte. Ou on va se dire « hey, la prochaine fois, comment qu'on peut faire mieux? Amène-moi 3 idées, amène-moi 3 options. Exactement. Regardons qu'est-ce qu'on a fait de bien. Par la suite, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux la prochaine fois? » Et par la suite, ces gens-là gagnent une autonomie énorme, une confiance énorme. Et c'est d'accepter qu'il n'y a pas juste notre façon de bien. Parce que souvent, le manager, il n'est pas satisfait parce que ça n'a pas été fait comme que lui voulait que ce soit fait. Mais en fait, et si tu acceptais que ça peut être fait d'une autre façon, mais que si tu donnes de la latitude à ton employé, eh bien, il va gagner en confiance, il va gagner en autonomie. Donc, toi, ça va te libérer du temps pour être un coach plutôt que de demeurer dans l'emprise des tâches administratives. Exactement. Mais en même temps, c'est un peu un cercle vicieux parce que le manager est addicté à garder son œil sur les tâches administratives parce qu'il a l'impression d'être occupé. Il y a une forme de contrôle qui vient avec cela. Oui. Mais il y a un laisser-aller à pratiquer pour dire, gars, va, fais-le. Et si jamais ce n'est pas à ton goût, ben, j'aime ce que tu as fait, c'est fantastique. Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait améliorer la prochaine fois? Exactement. Et là, on essaie d'être dans le coaching comme ça. Donc, pour moi, je te dirais, c'est probablement ça parce que mes employés ont une autonomie énorme et je crois qu'ils l'apprécient beaucoup. Et le livrable sur le terrain est exceptionnel. Exactement. Parce que je les vois progresser constamment. C'est ça. Ils développent de plus en plus leurs compétences. Et pour eux, c'est aussi une marque de reconnaissance incroyable que tu leur donnes. Donc, ils se donnent encore plus dans leur mission. Exactement. Parce que ils voient que derrière, ils progressent avec toi. Ouais. C'est-à-dire que tu les aides à progresser. Ouais. Et c'est extraordinaire. Et je le vois. Je vois tes collaborateurs justement dans leur manière de faire. Et c'est juste, je dirais, un niveau d'excellence incroyable qu'ils ont dans toute leur fonction, dans leur organisation. Parce que Martin, justement, les aide à se développer et à progresser véritablement, je dirais à la fois dans leur mission, mais aussi personnellement. Ça, oui, c'est important. Oui, c'est super important. Je pense que les deux sont interreliés. T'sais, quand on agit d'une telle façon dans son savoir-être, c'est sûr que la personne va aussi prendre une nouvelle posture au niveau personnel parce que c'est la fierté. Et ces gens-là retournent à la maison, ils sont fiers de leur boulot, ils sont fiers de ce qu'ils ont accompli, ils ont eu toutes les qualités intrapreneuriales. Donc, c'est un peu comme si c'est leur business à eux aussi. Donc, quand on parle de l'empowerment, se sentir engagé, moi je dis voici le budget, go! Et ils se sentent très valorisés là-dedans. 2 questions rapides alors pour conclure, mon cher Martin.
Si tu avais un conseil à donner à un manager qui débute, un conseil, quel serait-il? C'est une bonne question. Je te dirais probablement d'écouter, d'être humble et d'accepter que toutes les réponses et les solutions ne doivent pas venir de lui. Je crois que c'est vraiment important parce que ça va le rendre un meilleur manager automatiquement. Complètement. Et une question plus personnelle en termes de dernière question. Puisque tu parles souvent de l'importance et la puissance de la question de demander quel est notre prochain défi. Oui. Alors justement, j'aimerais te poser cette question, mon cher Martin. Quel est pour toi, de manière générale, dans tout ce que tu as fait, ton prochain grand défi? Mon prochain grand défi est probablement pour moi de déployer davantage tout ce que je fais, mais dans le marché anglophone. Donc, ça fait plusieurs années que je suis maintenant dans le marché francophone, ça fait 18 ans. Et je vais encore demeurer dans le marché francophone. On a une belle position. J'adore ce qu'on fait avec mon organisation, mais j'ai aussi un penchant de mes conférences que je fais en anglais. Maintenant, je vais faire beaucoup de trucs en anglais sur le web. Et en même temps aussi, c'est un défi personnel parce que je suis rendu confortable dans ce que je fais en français. Je le connais, c'est bien. Et d'aller dans un marché où je suis un peu inconnu, dans une langue qui n'est pas ma langue première, j'aime de me remettre à risque et de me remettre inconfortable. Parce que je crois beaucoup justement qu'un leader ou un manager, on doit constamment se relancer des défis et se mettre dans une notion un peu d'inconfort pour continuer à grandir nous-mêmes. Merci beaucoup. En tout cas, on va discuter un peu après du marché anglophone. Un grand merci, Martin. Mon plaisir, Clément, vraiment. Merci. Merci. Merci à toute ta communauté. Merci beaucoup. Je pense que vous avez pu voir que ce que nous a donné Martin, là, c'est une tonne de briques de contenu, comme tu nous l'as dit. J'espère que vous aurez trouvé de la valeur incroyable. En tout cas, moi, j'ai adoré cet entretien. Pour moi, voilà, tu incarnes véritablement le manager de maintenant, le manager de demain surtout. Le manager de demain est le grand leader. Donc, vous avez un exemple là d'un grand leader qui est pour moi un modèle. Donc, c'est pour moi une grande chance de pouvoir vous présenter Martin. Merci. Et merci beaucoup, merci infiniment. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker. Si vous voulez rejoindre le groupe Humanager ou télécharger mon e-book, bien évidemment, vous trouverez les liens juste en dessous de cette vidéo. Et d'ici la prochaine, encore une fois, merci Martin. Et d'ici la prochaine, merci à tous. Merci de faire partie de ces personnes qui contribuent à faire que le bonheur au travail soit le plus grand levier de la performance. À bientôt.